Imaginez que vous êtes debout, au milieu d'une route boueuse, sous une pluie glaciale. Nous sommes en 1250. Vous avez froid, vous êtes épuisé et surtout, vous êtes terrifié. Pas par des dragons, ni par des sorcières. Votre peur est bien plus rationnelle, bien plus ancrée dans le réel. Dans la charrette qui grince derrière vous, il y a tout ce que vous possédez. Absolument tout. Votre passé, votre présent et l'avenir de vos enfants. Si cette roue casse, si ce cheval boite, ou si une ombre surgit de la forêt devant vous, c'est fini. Vous ne serez pas juste pauvre, vous serez anéanti. Votre nom sera effacé. Bienvenue dans la réalité brutale d'un marchand au Moyen-Âge. Oubliez les chevaliers en armure étincelante qui combattent pour l'honneur. Oubliez les moines qui copient des manuscrits dans le silence des abbayes. Eux, ils ont leur place définie par Dieu. Le chevalier combat, le moine prie, le paysan travaille. C'est l'ordre immuable des choses. Mais vous êtes une anomalie. Vous êtes un accident du système féodal. Vous êtes celui qui ose vendre ce qui n'appartient qu'à Dieu, le temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des aventures les plus dangereuses et les plus méconnues de l'histoire. Nous n'allons pas parler de guerre de rois, mais de la guerre de l'argent. Nous allons voir comment une poignée d'hommes, méprisés par l'Église et enviés par la noblesse, a littéralement inventé le monde moderne. Ils ont inventé le crédit, la banque, l'assurance et le concept même de profit. Mais pour en arriver là, ils ont dû risquer leur vie sur les routes les plus hostiles d'Europe. Préparez-vous, car nous partons pour la foire de Champagne. Et je vous promets que le voyage sera tout sauf tranquille. Pour comprendre pourquoi ce voyage est si vital, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel notre marchand évolue. Le XIIIe siècle est une période de bascule. L'Europe sort de sa léthargie. La population augmente. Les villes commencent à gonfler. Et une faim nouvelle se fait sentir. Pas une faim de nourriture, mais une faim de luxe, de confort, d'épices, de soie et de beaux tissus. C'est ici que notre protagoniste entre en scène. Il n'est pas un humble colporteur qui vend des casseroles de village en village. Non, c'est un marchand d'envergure, un entrepreneur international avant l'heure. Son business ? La laine. La laine, au Moyen-Âge, c'est le pétrole d'aujourd'hui. C'est la matière première qui fait tourner l'économie mondiale. Elle vient d'Angleterre, où les moutons pèsent par millions sous la pluie. Elle est transformée en drap dans les Flandres, dans des villes comme Bruges ou Gand, qui sont devenues des ruches industrielles bruyantes et malodorantes. Et ensuite, ce drap doit être vendu. Et pour le vendre, il faut l'emmener là où l'argent circule. Il faut traverser la France pour rejoindre les grandes foires de Champagne ou descendre jusqu'en Italie pour l'exporter vers l'Orient. Mais avant même que la première roue de charrette ne tourne, le premier combat du marchand se joue dans sa tête. Et c'est un combat spirituel. Il faut bien saisir à quel point la position du marchand est précaire, non seulement financièrement, mais moralement. L'Église catholique, qui domine chaque aspect de la vie médiévale, a un problème majeur avec le commerce. Dans la Bible, il est dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Le marchand ne produit rien de ses mains. Le paysan fait pousser le blé, l'artisan fabrique la chaussure. Le marchand, lui, achète la chaussure à 10 deniers ici et la revend à 15 deniers là-bas. Qu'a-t-il ajouté à l'objet ? Rien. Il a simplement déplacé l'objet dans l'espace et dans le temps. Et pour l'Église, c'est du vol. Vendre le temps, c'est pratiquer l'usure, et le temps n'appartient qu'à Dieu. Donc, chaque matin, quand notre marchand se lève, il sait qu'il joue avec la damnation éternelle de son âme. C'est une pression psychologique immense. Beaucoup de marchands, à la fin de leur vie, terrifiés par l'enfer, lègueront des fortunes colossales aux pauvres ou à l'Église pour tenter de racheter leurs péchés. C'est ce qu'on appelle la comptabilité de l'au-delà. Mais pour l'instant, notre marchand n'est pas mort, il est bien vivant, et il a une expédition à monter. Et c'est là que l'on découvre que le marchand médiéval est avant tout un gestionnaire de logistique hors pair.
On imagine souvent le Moyen-Âge comme une époque désorganisée. C'est faux. L'organisation nécessaire pour déplacer des tonnes de marchandises à travers l'Europe sans téléphone, sans GPS et sans système bancaire centralisé est tout simplement stupéfiante. Tout commence par le capital. Notre marchand, appelons-le Guillaume, ne part pas seul. Il est souvent à la tête d'une petite association. Il a peut-être mis ses propres économies, mais il a aussi levé des fonds. Il a signé ce qu'on appelle une commanda, ou un contrat de société. Un investisseur sédentaire, peut-être un noble, qui veut faire fructifier son or sans se salir les mains, ou une veuve riche, lui confie une somme. Guillaume apporte son savoir-faire et prend le risque du voyage. Au retour, si tout se passe bien, les profits seront partagés. 3/4 pour l'investisseur, 1/4 pour le marchand qui a risqué sa peau. Si la marchandise est perdue, l'investisseur perd son argent, mais Guillaume, lui, a perdu son temps, sa réputation et peut-être la vie. La préparation matérielle est une opération quasi militaire. Il faut choisir les bêtes. Pas des chevaux de guerre, trop chers et trop nerveux, mais des bêtes de somme robustes, des mulets ou des chevaux de trait. Il faut recruter des charretiers, des valets pour charger et décharger, et surtout, une escorte armée. Car une caravane de marchands, c'est un coffre-fort ambulant. Tout le monde le sait. Les brigands qui se cachent dans les forêts, bien sûr, mais aussi les petits seigneurs locaux, qui sont parfois à peine plus que des bandits titrés, prêts à inventer une taxe imaginaire pour vous dépouiller. Imaginons la scène dans l'entrepôt de Guillaume, quelques jours avant le départ. C'est le chaos organisé. L'odeur de la laine brute se mélange à celle du cuir et du coudron. On inspecte les tonneaux, on vérifie les essieux des charrettes. Les tonneaux ne contiennent pas que du vin ou du hareng salé. C'est là, souvent, au fond d'un tonneau de poisson ou caché dans une balle de laine, que l'on dissimule les pièces d'argent et d'or. Le marchand médiéval est un expert en dissimulation. Il existe des bourses à double fond, des ceintures évidées, des semelles de bottes creuses. Pourquoi ? Parce que montrer sa richesse sur la route, c'est signer son arrêt de mort. Mais il n'y a pas que l'argent liquide. Transporter trop d'or est trop lourd et trop risqué. C'est ici qu'intervient l'arme secrète du marchand, la lettre de change. C'est un morceau de papier, griffonné à la hâte, qui vaut une fortune. C'est la promesse qu'une somme versée ici, à Bruges, sera remboursée là-bas, à Provins ou à Venise, dans une autre monnaie. C'est un acte de foi absolu. Tout le système repose sur la réputation. Si Guillaume signe un papier, ce papier doit valoir de l'or. Si une seule fois il ne peut pas honorer sa signature, la nouvelle se répandra plus vite qu'une épidémie de peste à travers tout le réseau commercial européen. En un mois, il est fini. Plus personne ne fera affaire avec lui. Au Moyen-Âge, votre crédit, c'est littéralement votre crédibilité. Sans honneur, vous êtes mort économiquement. Le jour du départ approche. La tension monte dans la maison. La femme de Guillaume joue un rôle crucial. Contrairement au cliché d'une femme médiévale soumise et passive, l'épouse du marchand est souvent sa partenaire commerciale la plus vitale. Quand il est sur les routes, pendant des mois, c'est elle qui tient la boutique. C'est elle qui gère les comptes. C'est elle qui négocie avec les fournisseurs locaux. Elle sait lire, elle sait compter, et elle a la clé du coffre. Leurs adieux ne sont pas romantiques, ils sont stratégiques. Il passe en revue les livres de compte une dernière fois. Elle lui rappelle qui doit de l'argent, qui est un mauvais payeur, quelle famille noble est en train de faire faillite et à qui il ne faut surtout plus faire crédit. Le matin du grand départ, la ville est encore endormie. Les portes des remparts viennent à peine d'être ouvertes par les gardes. Le convoi s'ébranle. Le bruit des roues ferrées sur les pavés résonne comme un coup de tonnerre dans le petit matin. Guillaume jette un dernier regard à sa maison. Il sait qu'il ne la reverra peut-être pas avant 6 mois. Peut-être jamais. Il fait un signe de croix. Pas seulement par habitude, mais par nécessité. Il remet son âme à Dieu et sa fortune à la route. Dès que les murs de la ville s'éloignent, l'atmosphère change. La sécurité de la cité, avec ses gardes et ses lois, disparaît. On entre dans le plat pays,
la campagne. Pour nous, la campagne est synonyme de calme et de nature. Pour un homme du Moyen Âge, la nature est hostile. La forêt est l'ennemi. Elle est sombre, impénétrable. C'est le royaume des bêtes sauvages, des loups qui attaquent encore les voyageurs isolés en hiver, et des hommes qui ont choisi de vivre hors la loi. Le rythme du voyage est lent, exaspérément lent. Une caravane marchande parcourt, au mieux, 30 à 40 km par jour. Si la pluie transforme la route en bourbier, cela peut tomber à 10 km. Imaginez faire Paris-Marseille à cette vitesse. C'est un test d'endurance mentale. Chaque jour est une répétition du précédent. Se lever avant l'aube, harnacher les bêtes, marcher à côté de la charrette pour économiser les chevaux, surveiller l'horizon, manger du pain dur et de la viande séchée, et prier pour arriver à une auberge ou un monastère avant la nuit noire. La route elle-même est un défi technique. L'Empire romain avait laissé un réseau routier extraordinaire, pavé et droit. Mais au XIIIe siècle, beaucoup de ces voies romaines sont en ruine, dépavées par les habitants locaux pour construire leurs maisons. Les nouvelles routes médiévales sont souvent de simples chemins de terre battue. En été, c'est la poussière qui vous étouffe. En automne et au printemps, c'est la boue. Une boue profonde, collante, qui peut avaler nos roues jusqu'à l'essieu. C'est là que la solidarité entre marchands devient vitale. On ne voyage jamais seul si on peut l'éviter. On forme des compagnies. Si la charrette de l'un s'embourbe, les autres aident à la pousser. Si une pièce casse, on partage des outils. Mais cette solidarité a ses limites. Sur la foire, ces mêmes hommes seront des concurrents féroces. Mais ici, sur la route, face à l'adversité du monde, ils forment une confrérie. Ils partagent les nouvelles. Le pont sur la Loire est-il réparé ? Le seigneur de telle région a-t-il augmenté ses taxes ? A-t-on vu des routiers, des mercenaires sans emploi, dans la région ? L'information, c'est la survie. Parlons justement des taxes. C'est le cauchemar du marchand, bien plus fréquent que les bandits. Le système féodal est un millefeuille de territoire. Chaque baron, chaque abbaye, chaque ville libre veut sa part du gâteau. On appelle ça les péages ou les tons-lieux. Vous voulez traverser ce pont ? Il faut payer. Vous voulez passer sous les murs de ce château ? Il faut payer. Vous voulez utiliser le bac pour traverser la rivière ? Payez encore. Parfois, c'est de l'argent. Souvent, c'est une part de la marchandise. Laisse-nous 2 zones de ce drap bleu et tu peux passer. C'est un racket institutionnalisé, mais il a une justification théorique. Le seigneur est censé assurer la sécurité de la route sur ses terres. En échange de la taxe, il promet, théoriquement, que vous ne serez pas attaqué. En réalité, la protection est souvent illusoire. Le marchand doit donc négocier en permanence. Il doit avoir la langue aussi affûtée que son épée. Il doit savoir quand payer avec le sourire, quand pleurer misère pour faire baisser le prix, et quand montrer les dents si l'exigence est illégale. C'est une diplomatie de chaque instant. Guillaume n'est pas seulement un vendeur, c'est un politicien itinérant. Et puis, il y a le danger physique, brutal. La violence est omniprésente au Moyen Âge. La vie humaine a peu de valeur face à une cargaison de soie ou d'épices. Les attaques ne sont pas toujours le fait de bandes organisées. Parfois, c'est un groupe de paysans affamés après une mauvaise récolte. Parfois, c'est un chevalier déchu qui cherche à se refaire. Quand l'attaque survient, tout va très vite. Pas de longs discours comme dans les films. C'est une embuscade, un arbre abattu en travers de la route, des flèches qui sortent du sous-bois. La défense de la caravane dépend de ce que Guillaume a pu s'offrir. A-t-il engagé des mercenaires professionnels ? Sont-ils loyaux ? Ou vont-ils s'enfuir, ou pire, se retourner contre lui, à la première difficulté ? Souvent, le marchand doit combattre lui-même. Contrairement à l'image du bourgeois ventripotent, le marchand itinérant est un homme d'action. Il porte une épée ou un coutelas, et il sait s'en servir. Il porte souvent une cotte de maille sous sa tunique. Il n'a pas la technique raffinée d'un noble entraîné depuis l'enfance, mais il a la rage de celui qui défend sa vie. Mais supposons que Guillaume soit chanceux. Il a évité les bandits,
Il a payé les péages sans se faire ruiner, et ses charrettes ont tenu le coup face aux nids de poules. Après des semaines de marche, le paysage change. L'activité s'intensifie. Il croise de plus en plus de voyageurs, des Italiens, reconnaissables à leur accent et à leurs vêtements colorés, des Allemands venus du Saint-Empire, des Espagnols. Toutes les langues se mélangent. Au loin, les toits d'une ville apparaissent. Provins, ou peut-être Troyes, ou Lagny. Nous sommes en Champagne. Pour un marchand du XIIIe siècle, arriver en Champagne, c'est comme arriver à Wall Street pour un trader des années 80, ou dans la Silicon Valley pour un entrepreneur de la tech. C'est the place to be. C'est le centre du monde. Pourquoi la Champagne ? Pourquoi cette région de France, qui ne possède ni grand port maritime, ni mine d'or, est-elle devenue le cœur battant de l'économie européenne ? C'est le résultat d'une volonté politique brillante. Les comtes de Champagne ont compris avant tout le monde que la richesse ne vient pas de la guerre, mais du commerce. Ils ont créé une zone franche avant l'heure. Ils ont offert une protection exceptionnelle aux marchands. Ils ont mis en place les gardes des foires, une police spéciale qui ne répond que devant le comte et qui a juridiction sur les marchands de toute l'Europe. Si vous volez un marchand sur la route de la foire de Champagne, même à 200 km de là, la justice du comte viendra vous chercher. Cette sécurité, c'est le produit de luxe ultime que des comtes de Champagne vendent. Et ça marche. Le monde entier afflue. En entrant dans la ville, Guillaume sent son pouce accélérer. L'adrénaline de la route, faite de peur, laisse place à l'adrénaline du business, faite d'opportunités. La ville est transformée. Les maisons débordent de locataires. Les rues sont encombrées d'étals. L'odeur est indescriptible. Un mélange d'épices d'Orient, cannelle, gingembre, poivre, de fourrure du Nord, de cuir, de vin, de sueur et de crottin. C'est une cacophonie. On entend crier les prix en français, en flamand, en toscan, en génois. C'est une tour de Babel commerciale. Guillaume doit d'abord trouver un logement. C'est une course contre la montre, car les meilleurs endroits sont pris d'assaut. Souvent, il loue une maison entière avec d'autres marchands de sa ville. Il recrée une petite Bruges ou un petit Montpellier, en plein cœur de la Champagne. C'est son QG. C'est là qu'il va stocker sa marchandise en sécurité. Mais il ne peut pas simplement ouvrir son étal et vendre. Oh que non. La foire est une machine extrêmement réglementée. Tout est codifié. Il y a un temps pour tout. La foire dure 6 semaines. Et elle suit un calendrier immuable, presque liturgique. La première semaine est consacrée au déballage et à l'installation. On appelle cela l'entrée en foire. C'est le moment où les gardes inspectent les marchandises. C'est le contrôle qualité médiéval. Si votre drap est trop court, mal tissé, ou si vous avez triché sur la teinture, on le brûle publiquement et vous payez une amende. Réputation de la foire en dépend. Si on achète un drap de Provins, il doit être parfait. C'est la naissance des marques et des appellations d'origine contrôlée. Ensuite vient la vente des tissus. C'est le moment de vérité pour Guillaume. Il a transporté ses draps sur des centaines de kilomètres. Il doit maintenant affronter les acheteurs. Et qui sont ces acheteurs ? Ce ne sont pas des particuliers qui veulent se faire une chemise. Ce sont des grossistes. Ce sont surtout des Italiens. Les grandes compagnies florentines, génoises ou vénitiennes sont là. Ils achètent la laine brute du Nord pour la ramener en Italie, la teindre avec des couleurs éclatantes grâce à l'alun importé d'Orient et la revendre comme produit de luxe à Byzance ou au sultanat arabe. Observez ce moment fascinant. Un marchand flamand vend une laine anglaise à un teinturier florentin, au milieu de la France, pour qu'elle finisse en cafetan à Damas. La mondialisation n'a pas attendu Internet. Elle était déjà là, dans la boue de la Champagne au XIIIe siècle. Mais comment se parle-t-il ? Comment négocie-t-il ? Il existe une langue franque, un sabir commercial, mélange de langue romane. Mais surtout, il y a les gestes. Il y a le rituel de la tape dans la main, le tocca. Quand l'accord est conclu, on se tape dans la main. C'est sacré. Rompre un marché conclu par le geste, c'est s'exclure de la communauté humaine. Pourtant, dans cet échange, quelque chose manque. Vous ne voyez presque pas de pièces de monnaie circuler. C'est étrange, non ? Des milliers de tonnes de marchandises changent de main, mais les bourses restent fermées.
Pourquoi? Parce que transporter des espèces est dangereux, on l'a vu, mais aussi parce que le système monétaire est un cauchemar. Chaque seigneur bat sa propre monnaie. Le denier de Paris ne vaut pas le denier de Tours, qui ne vaut pas le florin de Florence. Les taux de change fluctuent chaque jour. Payer en espèces, c'est perdre de l'argent au change. Alors, comment paie-t-on? On ne paie pas tout de suite, on écrit. C'est là que la foire de Champagne devient véritablement révolutionnaire. Après la vente des tissus, après la vente des cuirs, après la vente des épices, vient la dernière étape de la foire, la plus importante de toutes, le paiement. Mais ce n'est pas un échange physique, c'est une chambre de compensation géante. C'est le clearing bancaire avant l'ordinateur. Guillaume a vendu pour 1000 livres de drap à un Italien. L'Italien ne lui donne pas l'argent, il lui signe une lettre. Mais Guillaume doit aussi de l'argent à un marchand de vin, qui lui-même doit de l'argent à l'Italien. Ils s'assoient tous autour d'une table, avec leurs grands livres de compte ouverts, et ils compensent. Je te dois 50, tu me dois 30, donc je te donne 20. On efface les dettes les unes par les autres. Des fortunes colossales s'échangent dans quelques heures sans qu'une seule pièce d'or ne sorte d'un coffre. C'est de la magie pure pour l'observateur non averti. C'est la naissance de la finance abstraite. L'argent n'est plus un morceau de métal. L'argent devient une information écrite sur un papier. Et c'est là que le pouvoir bascule. Ceux qui maîtrisent cette écriture, ceux qui comprennent ces flux invisibles, deviennent plus puissants que les rois. Les rois ont des armées, mais les armées coûtent cher. Pour payer les soldats, les rois doivent emprunter à ces marchands. Soudain, le marchand méprisé, celui qui risquait l'enfer pour son usure, se retrouve à tenir les cordons de la bourse des monarques. Mais ne nous emballons pas. Si Guillaume a réussi sa vente, s'il a bien géré ses écritures, il est riche, sur le papier. Il lui reste encore à survivre au retour. Et le monde est en train de changer autour de lui. Le XIVe siècle approche, et avec lui, les cavaliers de l'Apocalypse. La fête commerciale ne va pas durer éternellement. Bientôt, guerre, la peste et la faillite vont venir frapper à la porte de notre marchand. L'âge d'or des frères de Champagne est un moment suspendu, un équilibre fragile. Dans la suite de notre récit, nous verrons comment Guillaume gère sa fortune, comment il tente de s'intégrer à cette noblesse qui le méprise tout en lui empruntant de l'argent, et comment il affronte la plus grande catastrophe sanitaire de l'histoire humaine. Car être riche, c'est bien, mais rester en vie, c'est mieux. La suite de son histoire nous emmènera bien au-delà des foires, dans l'intimité de sa maison, dans la gestion de sa famille, et face à la mort noire qui rôde. Mais pour l'heure, laissons Guillaume savourer son succès. Il vient de transformer de la laine anglaise en créance italienne, et pour un instant, il est le maître du monde. Le retour à la maison n'est pas seulement un soulagement physique, c'est une victoire politique. Lorsque la caravane de Guillaume franchit enfin les portes de sa ville natale, après des mois d'absence, il n'est plus le même homme. Il est parti avec de l'argent, il revient avec du crédit. Et dans cette société naissante du capitalisme marchand, le crédit est une forme de noblesse invisible. Mais ne croyez pas qu'il rentre pour se reposer. Le concept de vacances ou de retraite est totalement étranger à l'homme médiéval. S'arrêter, c'est mourir. Il rentre pour consolider son empire local. Car si la route est le lieu du danger, la ville est le lieu du pouvoir. Et c'est ici, entre les murs de pierre de sa propre maison, que nous allons découvrir l'autre facette de la vie du marchand, celle d'un bourgeois qui rêve de devenir un seigneur. Entrons chez lui. Sa maison n'a rien à voir avec les chaumières en bois et en torchis des faubourgs où s'entassent les ouvriers. Guillaume a les moyens de se payer de la pierre. C'est une assurance vie. Dans des villes où les incendies ravagent des quartiers entiers en quelques heures, Maison de Pierre est un bunker. Elle est haute, étroite, sombre. Au rez-de-chaussée, donnant sur la rue, c'est l'ouvroir, la boutique ou l'entrepôt. C'est là que ses apprentis et ses valets déchargent les tonneaux, trient les laines et accueillent les clients locaux. Mais montons à l'étage, dans l'espace privé. C'est ici que l'on comprend la psychologie du marchand. Tout est conçu pour la sécurité.
Les fenêtres sont petites, souvent grillagées, et le verre est encore un luxe rare, remplacé par du papier huilé ou des volets de bois qu'on ferme hermétiquement la nuit. Il fait sombre, il fait froid. La cheminée est l'unique source de chaleur, et l'hiver, toute la vie de la famille se concentre dans un rayon de 3 mètres autour du foyer. L'intimité, telle que nous la connaissons, n'existe pas. Il n'y a pas de couloir. Pour aller d'une pièce à l'autre, il faut traverser les chambres. On vit les uns sur les autres. Les lits sont immenses, car on y dort plusieurs, parfois avec des invités, parfois avec des associés de passage. Mais l'objet le plus important de la maison, ce n'est pas le lit, c'est le coffre. Le mobilier médiéval est mobile, par définition. En cas d'attaque ou d'incendie, il faut pouvoir tout emporter. Le coffre est donc tout à la fois une armoire, un banc, une table et un coffre-fort. Celui de Guillaume est renforcé de bandes de fer, doté de serrures complexes dont les clés ne quittent jamais sa ceinture. C'est là-dedans que repose sa vraie vie. Ses livres de comptes, ses contrats parchemins, ses sceaux et ses espèces métalliques. C'est le cœur battant de la maison. Maintenant qu'il est riche, Guillaume fait face à un problème nouveau, plus insidieux que les bandits de grand chemin. La frustration sociale. Il a l'argent, mais il n'a pas le sang. Il est un bourgeois, littéralement un habitant du bourg. Mais aux yeux de la vieille noblesse féodale, il reste un parvenu, un roturier, vulgaire qui sent la sueur et le commerce. C'est une tension fondamentale de la fin du Moyen-Âge. L'argent commence à rivaliser avec l'épée, et Guillaume veut combler ce fossé. Comment ? Par l'apparence d'abord. Il veut s'habiller comme un noble. Il veut que sa femme porte de la soie et des fourrures d'hermine. Mais là, il se heurte à un mur légal. Les lois somptuaires. Les rois et l'Église, inquiets de voir la hiérarchie sociale se brouiller, édictent des lois strictes sur qui a le droit de porter quoi. La longueur des poulaines, ses chaussures à la pointe effilée, la couleur des tissus, le type de fourrure, tout est codifié. Le rouge vif et l'hermine sont réservés à la noblesse. Si Guillaume porte du velours pourpre, il risque une amende et l'humiliation publique. On lui rappelle brutalement sa place. Tu as de l'or, marchand, mais tu n'as pas de classe. Alors, s'il ne peut pas être noble, il va acheter la noblesse. Pas pour lui, c'est trop tard, mais pour ses enfants. C'est la grande stratégie matrimoniale de la bourgeoisie. Guillaume a une fille. Il va chercher un chevalier, peut-être issu d'une vieille famille noble, mais totalement ruinée par les croisades ou la mauvaise gestion. Le marché est cynique mais clair. Le blason contre l'argent. Le noble apporte le prestige, le marchand apporte la dot. Leurs enfants seront nobles. C'est ainsi, par le ventre des femmes de marchands, que l'aristocratie européenne va se renouveler et survivre. Mais en attendant cette ascension sociale, Guillaume doit consolider son pouvoir politique dans la ville. Car les villes médiévales sont devenues des États dans l'État. Les marchands ont réussi un tour de force. Ils se sont affranchis de la tutelle des seigneurs féodaux. Ils ont acheté des chartes de franchise. Ils ont créé des communes. Ils s'autogèrent. Guillaume est probablement membre du conseil échevinal ou du consulat de sa ville. Il est juge et parti. Avec ses collègues, drapiers, orfèvres ou merciers, il décide des taxes, de l'entretien des remparts et de la justice commerciale. C'est une oligarchie. Ils dirigent la ville comme ils dirigent leur boutique, pour le profit et la sécurité de leurs affaires. L'instrument de ce pouvoir, c'est la guilde ou la corporation. Oubliez l'image romantique des joyeux artisans chantant en travaillant. Les guildes sont des cartels impitoyables, proches dans leur fonctionnement de la mafia moderne. Elles contrôlent tout. Pour être marchand drapier, il faut appartenir à la guilde. Pour appartenir à la guilde, il faut être fils de maître ou avoir payé un droit d'entrée exorbitant. La guilde fixe les prix. Il est interdit de vendre moins cher que son voisin.
c'est de la concurrence déloyale. La guilde fixe les salaires des ouvriers, souvent au plus bas pour maximiser les profits des maîtres. La guilde contrôle la qualité. Si vous trichez, vous êtes exclu, ce qui équivaut à une mort sociale. Et surtout, la guilde assure la solidarité. Si Guillaume tombe malade, la caisse commune de la guilde s'occupera de sa famille. S'il meurt, la guilde paiera des funérailles grandioses, avec des centaines de cierges, pour montrer à toute la ville que le défunt était un homme puissant. Cette vie semble bien réglée, n'est-ce pas ? Une ascension lente mais sûre vers la richesse et le pouvoir. Mais nous sommes à la fin du XIIIe siècle et le vent est en train de tourner. L'histoire ne suit jamais une ligne droite ascendante. Elle fonctionne par cycles, et le cycle de prospérité médiévale arrive à son terme brutal. Le premier craquement se fait entendre non pas à la bourse, mais dans le ciel. Le climat change. Pendant 3 siècles, l'Europe a bénéficié de ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. Il faisait chaud, les récoltes étaient abondantes, la population a triplé. Mais dès les premières années du XIVe siècle, vers 1315, la machine climatique se grippe. Il commence à pleuvoir. Des pluies torrentielles, bibliques. Les étés sont froids et pourris. Les hivers sont glaciaux. C'est le début du petit âge glaciaire. Pour un marchand comme Guillaume, c'est une catastrophe en chaîne. Les récoltes pourrissent sur pied, le prix du blé explose. C'est la grande famine de 1315-1317. Les gens meurent de faim dans les rues. On signale des cas de cannibalisme. Soudain, le statut du marchand change. En temps d'abondance, il est celui qui apporte le luxe. En temps de disette, il devient le spéculateur, l'accapareur. La foule affamée regarde les greniers de Guillaume avec haine. Stocke-t-il du grain en attendant que les prix montent encore ? C'est fort probable. C'est la loi du marché. Mais face à des enfants squelettiques, cette loi devient un crime moral. Des émeutes éclatent. La belle maison en pierre de Guillaume est assiégée. Il doit engager des gardes privés pour protéger sa famille de ses propres voisins. L'économie se contracte. Les gens n'achètent plus de draps de laine fine. Ils cherchent juste à manger. Les débouchés se ferment. Les foires de champagne, autrefois si brillantes, commencent à décliner. Pourquoi ? À cause de la guerre et à cause du progrès technique maritime. Les Italiens, toujours à la pointe de l'innovation, ont commencé à construire des galères plus grosses, capables de passer le détroit de Gibraltar et de remonter l'Atlantique jusqu'à Bruges et Londres. Ils n'ont plus besoin de traverser la France par la terre. Ils contournent le continent. Les routes terrestres que Guillaume connaît par cœur deviennent obsolètes. Les péages féodaux sont devenus trop chers, l'insécurité trop grande. Le centre de gravité du commerce mondial se déplace. Si Guillaume ne s'adapte pas, s'il ne s'intéresse pas au commerce maritime ou à la banque pure, il va disparaître. Et l'insécurité, parlons-en. La guerre est de retour, mais plus la petite guerre privée entre seigneurs. La guerre, avec un grand G. La guerre de 100 ans se profile. Les routes de France deviennent des coupe-gorges. Les routiers, ces mercenaires démobilisés entre 2 batailles, ravagent les campagnes. Ils ne se contentent pas de voler, ils torturent pour savoir où est caché l'argent. Le voyage commercial, qui était une aventure risquée, devient une mission suicide. Guillaume voyage moins. Il envoie des agents, des jeunes plus téméraires, où il utilise de plus en plus la correspondance. Il devient un marchand sédentaire, un gestionnaire de bureau. Il passe ses journées à écrire, l'œil rivé sur les nouvelles politiques. Le roi d'Angleterre va-t-il bloquer les exportations de laine pour punir le roi de France ? Si oui, les métiers à tisser des Flandres s'arrêteront et le prix du drap s'effondrera. La géopolitique décide désormais de son bilan comptable. Mais tout cela, la famine, la guerre, la crise économique, n'est qu'un prélude. Une répétition générale avant l'apocalypse. Nous sommes maintenant en 1347. Guillaume a vieilli. Il a survécu aux routes, aux concurrents et à la haine des pauvres. Il pense avoir tout vu. Mais une rumeur inquiétante remonte des ports de la Méditerranée. On parle d'un mal venu de l'Est, apporté par des navires génois venant de Caffa en mer Noire. Au début, on n'y croit pas.
On pense à une punition divine locale. Mais les nouvelles se précisent et se rapprochent avec une vitesse terrifiante. Messine, Marseille, Avignon. Les villes tombent les unes après les autres. Ce n'est pas une armée qui avance, c'est le silence. Là où le mal passe, il ne reste rien. C'est la peste noire. Yersinia pestis. Pour comprendre l'impact sur l'esprit d'un homme du Moyen-Âge, il faut oublier nos connaissances médicales. Guillaume ne sait pas ce qu'est un bacille, ni une puce, ni un rat. Pour lui, la peste se transmet par le regard ou par l'air corrompu, les miasmes. C'est une flèche, invisible, tirée par un dieu en colère. Le commerce, qui a fait la fortune de Guillaume, devient le vecteur de sa perte. C'est par les balles de tissu, par les navires, par les charrettes que les rats et des puces voyagent. Le réseau commercial qu'il a contribué à tisser est devenu une autoroute pour la mort. L'arrivée de la peste dans la ville de Guillaume est un moment de bascule absolu. C'est la fin du monde connu. Les premiers cas apparaissent dans les quartiers portuaires ou les auberges. Des fièvres brutales, des bubons noirs gros comme des œufs qui poussent à l'aine ou au cou, des taches noires sur la peau. La mort survient en 3 ou 4 jours, dans des souffrances atroces. La réaction sociale est immédiate. La panique. Les liens sociaux se dissolvent. Les pères abandonnent leurs fils. Les femmes fuient leurs maris malades. Les prêtres, terrifiés, refusent de donner les derniers sacrements. Les notaires refusent d'entrer dans les chambres des mourants, rédiger les testaments. L'ordre bourgeois, que Guillaume a mis tant d'années à construire, s'effondre en 1 semaine. Guillaume se barricade dans sa maison de pierre. Il ferme les volets, il brûle les herbes aromatiques, du romarin et de l'encens pour purifier l'air. Il vit sur ses réserves. Il regarde par les fentes des volets les charrettes des morts passer dans la rue, empilant les cadavres comme des bûches. Il reconnaît des voisins, des concurrents, des amis. Riches ou pauvres, la peste ne fait aucune distinction. L'argent ne sert plus à rien. On ne peut pas corrompre la mort. C'est une épreuve psychologique dévastatrice. Chaque matin, en se réveillant, il se tâte le cou et les aisselles. Est-ce que j'ai une bosse ? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ? L'angoisse est permanente. Mais paradoxalement, si Guillaume survit, le monde qui l'attend après la tempête sera un monde d'opportunités inédites. C'est le cynisme absolu de l'économie post-apocalyptique. La peste va tuer entre 30 et 50% de la population européenne. C'est une tragédie humaine sans précédent, mais c'est aussi un reset économique brutal. Imaginez, la moitié des consommateurs a disparu, certes, mais la moitié de la main-d'œuvre aussi, et la moitié des héritiers. L'argent, lui, n'est pas mort. L'or et les terres sont toujours là, mais il y a 2 fois moins de gens pour se les partager. Ceux qui survivront à la grande peste vont hériter de fortunes concentrées. Un cousin éloigné, seul survivant d'une grande famille décimée, peut se retrouver à la tête d'un empire. La main-d'œuvre devenue rare va devenir chère. Les ouvriers vont relever la tête et exiger de meilleurs salaires. Le servage va reculer. L'ordre féodal va trembler sur ses bases, ébranlé par le manque de bras. Guillaume, cloîtré dans sa maison, ne le sait pas encore. Il est juste un homme effrayé dans le noir, écoutant le râle de sa ville qui agonise. Il prie. Il fait des vœux. Si je survis, je construirai une chapelle. Si je survis, je ferai un pèlerinage. Mais supposons qu'il survive, car l'histoire doit continuer. Supposons que le fléau épargne sa maison ou qu'il s'en remette, immunisé par miracle. Le monde qu'il va retrouver en ouvrant ses volets quelques mois plus tard sera méconnaissable. Un monde silencieux, vide, envahi par les herbes folles. C'est dans ce décor de fin du monde que va devoir se réinventer le marchand médiéval. Ce n'est plus le temps de l'expansion joyeuse des foires de champagne. C'est le temps de la survie, de la concentration des capitaux et d'une nouvelle forme de business, plus dure, plus froide. La mort a rebattu les cartes. Les mentalités ont changé. On a vu la mort de si près qu'on veut profiter de la vie, tout de suite, frénétiquement.
Une fièvre de consommation s'empare des survivants. On dépense les héritages inespérés dans des fêtes, des vêtements luxueux, des bijoux. C'est la danse macabre, cette farandole où les vivants et les morts se tiennent la main. Pour un marchand, c'est une aubaine morbide mais réelle. Le luxe se vend mieux que jamais. Cependant, Guillaume doit maintenant gérer une nouvelle menace. La peste a cherché des coupables. Et quand le peuple cherche des coupables, il se tourne souvent vers ceux qui sont différents. Les pogroms contre les communautés juives éclatent partout en Europe, accusés d'avoir empoisonné les puits. Guillaume, en tant que marchand maniant l'argent, n'est pas loin d'être une cible lui aussi. La haine du riche, la haine de celui qui profite du malheur des autres, est à son comble. Il doit être plus discret que jamais. Il doit dissimuler sa fortune, tout en l'utilisant pour racheter les terres et les commerces de ses concurrents morts. C'est l'heure des prédateurs. Alors que nous avançons vers la dernière partie de notre récit, nous verrons comment cette nouvelle génération de marchands, trempés dans l'acier de la crise, va donner naissance à quelque chose de nouveau. Ils vont cesser d'être de simples commerçants pour devenir des financiers, des mécènes, des hommes d'État. Ils vont poser les bases de la Renaissance. Guillaume n'est plus seulement un vendeur de laine. Il est un survivant qui détient les clés du futur. Mais avant d'arriver à la Renaissance, il reste une dernière épreuve à traverser. La mort change un homme. Elle change sa relation à Dieu. Guillaume a passé sa vie à craindre l'enfer à cause de son métier. Maintenant qu'il a vu l'enfer sur terre, va-t-il changer sa façon de faire des affaires? Ou va-t-il devenir encore plus impitoyable? Convaincu que seule la puissance matérielle peut le protéger du chaos. C'est ce que nous découvrirons alors que le soleil se lève timidement sur une Europe dévastée, où les ronces recouvrent les routes commerciales et où les loups entrent dans les villages vides. La comptabilité de la mort ne fait que commencer. Silence. C'est ce qui frappe le plus après la tempête. Le monde dans lequel Guillaume se réveille, au milieu des années 350, est un monde vidé de sa substance, un monde en écho. Dans les rues de sa ville, une maison sur 3 est fermée, les volets battant au vent, ses occupants emportés par le fléau. Mais dans ce silence, une nouvelle musique commence à se faire entendre, d'abord discrète, puis de plus en plus forte. Le tintement de l'or. Si Guillaume pensait que le plus dur était derrière lui avec la fin de l'épidémie, il se trompe lourdement. Il entre dans une ère de turbulences économiques que les historiens appelleront plus tard l'âge d'or du salariat, mais que lui appelle le monde à l'envers. Imaginez la scène. Guillaume a besoin de faire réparer le toit de son entrepôt. Avant la peste, il aurait sifflé un couvreur qui serait venu en courant pour quelques sous, remerciant le ciel d'avoir du travail. Aujourd'hui, le couvreur le regarde droit dans les yeux, sans baisser la tête, et exige le triple du prix habituel. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul survivant du quartier. Il n'y a plus de concurrence. La main-d'œuvre est devenue une denrée rare, plus précieuse que les épices. Pour un homme comme Guillaume, habitué à commander, c'est un choc culturel violent. L'ordre social immuable voulu par Dieu, où le petit sert le grand, est brisé. Les valets, les paysans, les artisans relèvent la tête. Ils portent des vêtements qu'ils ne devraient pas pouvoir s'offrir. Ils mangent de la viande plusieurs fois par semaine. C'est une révolution silencieuse par le pouvoir d'achat. Et Guillaume, le riche marchand, se retrouve coincé. Ses coûts explosent, mais ses clients, eux aussi touchés par la mort, sont moins nombreux. La réaction des élites ne se fait pas attendre, et elle est brutale. Partout en Europe, les rois édictent des ordonnances sur les métiers. En Angleterre, en France, on gèle les salaires. Interdit aux ouvriers de demander plus qu'avant la peste. On essaie de légiférer contre la loi de l'offre et de la demande. C'est peine perdue, bien sûr. Le marché noir du travail explose. Guillaume doit payer sous la table pour garder ses meilleurs commis, sinon ils iront chez le concurrent. Cette tension sociale crée une atmosphère électrique. La peur de la maladie a laissé place à la haine de classe. Les campagnes grondent. Bientôt,
cela explosera avec les jacqueries en France ou la révolte des paysans en Angleterre. Des châteaux brûlent, des nobles sont massacrés. Guillaume, du haut de sa maison de ville, fait renforcer ses portes. Il sait qu'aux yeux d'un paysan affamé de justice, il n'y a pas de différence entre un seigneur féodal et un riche bourgeois. Ils sont tous les deux des gros qui doivent payer. C'est dans ce climat de paranoïa et d'opportunité que Guillaume opère sa métamorphose finale. Il cesse de voyager. Fini la boue, fini les auberges pouilleuses, fini le risque d'être égorgé au coin d'un bois. Guillaume devient sédentaire. Il invente une nouvelle figure, le marchand de bureaux. Si vous entriez dans son cabinet de travail, son scrittoio, en cette fin de XIVe siècle, vous verriez la naissance de la gestion moderne. C'est une petite pièce, calme, chauffée. Au mur, des cartes maritimes, les portulans, qui dessinent les contours du monde connu. Sur les étagères, non pas des livres de prière, mais des registres. Des dizaines de registres. Guillaume est assis derrière une lourde table. Il tient une plume d'oie. Il n'a plus besoin de toucher la marchandise pour la vendre. Il dirige un réseau. Il a des facteurs, des agents salariés ou des associés juniors, installés à Bruges, à Londres, à Venise, à Avignon. Ce sont ses yeux et ses mains. Il leur envoie des lettres, des ordres précis. Achète 50 tonneaux de vin de Bordeaux si le prix descend sous 10 livres et expédie-les à Southampton. Cette gestion à distance nécessite une technologie intellectuelle révolutionnaire. C'est l'arme absolue du marchand, plus puissante que l'épée. La comptabilité en partie double. Jusqu'à présent, on notait les choses simplement. J'ai vendu ça, j'ai acheté ça. C'était du narratif. Mais les Italiens ont perfectionné un système où chaque transaction est inscrite 2 fois. Une fois au débit de l'un, une fois au crédit de l'autre. Tout doit s'équilibrer. Cela paraît ennuyeux à mourir dit comme ça, mais c'est un changement de paradigme total. Cela permet de savoir, à la minute près, si l'on gagne ou si l'on perd de l'argent. Cela permet de détecter les erreurs, les vols, les fraudes. Le grand livre de comptes devient le miroir de l'entreprise. C'est l'ancêtre de l'algorithme et du fichier Excel. Guillaume maîtrise cet art occulte. Il passe ses journées à faire ses comptes. C'est une expression que nous utilisons encore, mais pour lui, c'est presque un acte religieux. En haut de chaque page de son registre, il écrit « Au nom de Dieu et du profit ». Les deux sont indissociables. Dieu donne le temps, le marchand le transforme en profit, et le registre en garde la trace. Mais cette sédentarisation change aussi sa relation au temps. Sur la route, le temps était marqué par le soleil et la distance. Dans son bureau, le temps est marqué par les cloches de la ville et les échéances des lettres de change. Le temps devient de l'argent, littéralement. Chaque jour où l'argent dort est un jour perdu. Il faut que l'argent circule, vite, tout le temps. Guillaume devient un banquier. Il prête. Et c'est là que le danger spirituel revient, plus fort que jamais. L'usure. Ce vieux péché qui le terrorisait dans sa jeunesse. Maintenant qu'il est vieux, que la mort s'est rapprochée, cette peur devient une obsession. Il a accumulé une fortune considérable. Mais à quoi sert l'or si c'est pour brûler éternellement en enfer ? L'Église, très pragmatique, a inventé une solution au XIIe et XIIIe siècle qui prend toute son ampleur maintenant. Le purgatoire. C'est une troisième voie entre le paradis et l'enfer. Un lieu où l'on purge ses péchés par le feu avant de monter au ciel. C'est douloureux, mais temporaire. Et surtout, la durée du séjour peut être réduite. Comment ? Par les prières des vivants et par les dons. Guillaume va donc investir dans son salut comme il investit dans la laine. Il va pratiquer l'arithmétique du salut. Il calcule. Combien de messes faut-il faire dire pour effacer 30 ans de commerce ? Il lègue des sommes colossales au monastère. Il finance la reconstruction de l'église paroissiale. Il paie pour un vitrail magnifique où il se fait représenter, lui, Guillaume, à genoux, en bas de la scène, offrant le vitrail à la Vierge Marie. C'est du marketing divin. Il veut que Dieu le voie, mais il veut aussi que ses concitoyens le voient. Ce mécénat, pas désintéressé, mais des fondateurs.
Sans cette culpabilité du marchand, nous n'aurions pas la moitié des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les cathédrales, les fresques, les hospices pour les pauvres sont bâtis avec l'argent de la mauvaise conscience. Guillaume construit un hôpital, l'hôtel-Dieu de sa ville. C'est une façon de rendre à la communauté ce qui lui a pris et de s'acheter un ticket pour le paradis. Cependant, il lui reste un souci terrestre majeur, sa succession. Guillaume regarde son fils, appelons-le Jean. Jean a 20 ans. Il n'a rien à voir avec son père. Guillaume a les mains calleuses, la peau tannée par le vent des routes. Il a connu la faim et la peur. Jean, lui, a les mains blanches. Il a grandi dans la maison de pierre, protégé par la fortune paternelle. Il a étudié. Il est allé à l'université, peut-être à Bologne ou à Paris. Il parle latin. Il cite Aristote et Cicéron. Il s'habille comme un prince, avec des pourpoints de velours ciselés et des bijoux ostentatoires. Il y a un fossé générationnel immense. Guillaume est un accumulateur. Il garde, il économise, il réinvestit. Il a la mentalité du survivant. Jean est un consommateur. Il veut dépenser, il veut vivre, il veut briller. Il trouve son père vieux jeu, radin, rustre. « Père, pourquoi garder cet argent ? Nous devons tenir notre rang. » Guillaume craint que son fils ne dilapide l'Empire en quelques années. C'est le syndrome classique des Buddenbrook. La première génération construit, la deuxième gère, la troisième détruit. Pour éviter cela, Guillaume va devoir former son fils, non pas à la dure école de la route, mais à la subtile école de la politique. Car le commerce a changé d'échelle. Il ne s'agit plus seulement de vendre du drap, il s'agit de traiter avec les rois. La guerre de 100 ans s'éternise. Les rois de France et d'Angleterre ont un besoin insatiable d'argent pour payer leurs mercenaires, leurs nouvelles bombardes, les premiers canons. Ils se tournent vers qui ? Vers les marchands. Devenir le banquier du roi est le rêve ultime et le piège ultime. Si le roi gagne, vous devenez l'homme le plus puissant du royaume après lui. Vous obtenez des titres, des terres, vous devenez noble. C'est l'ascension sociale absolue. La famille de Guillaume pourrait devenir de Guillaume, effacer ses origines roturières et se fondre dans l'aristocratie. Mais si le roi perd, ou pire, si le roi décide qu'il ne veut pas rembourser, que faire contre un homme qui a le droit de vie et de mort et qui est loin du Seigneur ? Rien. Vous ne pouvez pas envoyer un huissier au roi. Des dynasties entières de banquiers italiens, les Bardi, les Peruzzi, ont fait faillite du jour au lendemain parce que le roi d'Angleterre a décidé de faire défaut sur sa dette. C'est un jeu à qui tout double, mortel. Guillaume, avec sa prudence de vieux renard, conseille à son fils « Prête au prince, mais pas tout. Fais-toi payer en privilège, pas en promesse. Demande le droit de collecter les taxes sur le sel ou sur le vin. Prends des terres en garantie. » Il lui enseigne que le pouvoir politique est la seule véritable assurance pour leur fortune. L'argent seul est vulnérable. L'argent couplé au pouvoir est invincible. Alors que le XIVe siècle s'achève dans le sang et la fureur, Guillaume sent ses forces décliner. Il passe de plus en plus de temps dans son lit à baldaquin, entouré de notaires. La rédaction de son testament est son dernier grand acte commercial. Il ne laisse rien au hasard. Il divise ses parts, il dote sa fille pour qu'elle épouse un baron, il crée une fondation perpétuelle pour dire des messes à sa mémoire. Il veut contrôler son argent même depuis la tombe. Quand il ferme les yeux pour la dernière fois, il laisse derrière lui bien plus que des coffres remplis d'or. Il laisse un monde transformé. Regardez autour de vous, aujourd'hui. Notre monde, moderne, est le fils direct du monde de Guillaume. Ce n'est pas les chevaliers qui ont façonné notre quotidien, c'est lui. Quand vous utilisez une carte de crédit, vous utilisez une version numérique de la lettre de change. Quand vous souscrivez une assurance, vous utilisez le principe de mutualisation des risques inventé pour les cargaisons maritimes. Quand vous regardez une entreprise publier ses résultats trimestriels, vous regardez l'héritage de la comptabilité en partie double. La notion même de classe moyenne, de mobilité sociale, l'idée que l'on peut naître pauvre et mourir riche grâce à son travail et à son audace, tout cela, c'est l'invention de ces marchands médiévaux.
Ils ont cassé le système féodal de l'intérieur. Ils ont forcé les portes d'une société fermée. Ils ont relié l'Orient et l'Occident. Ils ont financé la Renaissance. Sans l'argent des marchands florentins, Michel-Ange n'aurait jamais sculpté le David. Sans l'argent des marchands allemands, Gutenberg n'aurait jamais pu commercialiser l'imprimerie. Guillaume n'était pas un saint. Il a peut-être triché sur la qualité de la laine, il a peut-être prêté à des taux usuraires, il a profité de la détresse des autres pendant la peste. Il a menti, il a eu peur, il a été impitoyable. C'était un homme de son temps, un temps violent et cruel. Mais il a été un moteur de l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant une vieille halle de marché en bois, ou que vous visiterez le centre historique d'une ville médiévale, ne regardez pas seulement les pierres. Écoutez, essayez d'entendre, sous le bruit des touristes, le grincement des roues de charrette, le claquement des volets de l'ouvroir et le grattement furieux de la plume sur le parchemin. C'est le bruit d'un monde qui naît. C'est le bruit de Guillaume, le marchand, qui, sans le savoir, était en train d'inventer l'Europe moderne. Son voyage est terminé, mais le nôtre continue, porté par les courants qu'il a ouverts. Et peut-être qu'au fond, nous sommes tous, d'une certaine manière, des marchands sur la route, cherchant notre profit, craignant la tempête et espérant arriver à bon port avant la nuit. Nous avons laissé Guillaume à la fin de sa vie, un homme qui a bâti sa fortune sur la poussière des routes de France et des foires de Champagne. Mais si nous nous contentions de son histoire, nous raterions la moitié du tableau. Car pendant que Guillaume poussait ses charrettes dans la boue, d'autres marchands, ailleurs en Europe, étaient en train de construire des empires sur un élément encore plus dangereux et impitoyable, l'eau salée. Quittons un instant l'atmosphère confinée du bureau de Guillaume pour sentir les embruns de la mer du Nord et de la Baltique. Ici, le commerce ne se fait pas à dos de mulet. Il se fait à bord de monstres de bois appelés les cogs. Bienvenue dans le monde de la Ligue hanséatique, la NASA du commerce médiéval. Si les foires de Champagne étaient une zone de libre-échange, la Ligue hanséatique, elle, est un cartel. Un monopole d'une brutalité et d'une efficacité redoutables. Imaginez une organisation qui regroupe près de 200 villes, de Londres à Novgorod en Russie, en passant par Hambourg, Lübeck et Gdansk. Ils ne répondent à aucun roi. Ils ont leurs propres lois, leurs propres armées et surtout leurs propres navires. Le marchand hanséatique, appelons-le Klaus, est très différent de notre ami Guillaume. Guillaume est un individualiste qui noue des partenariats temporaires. Klaus, lui, est un rouage dans une machine immense. Il n'est jamais seul. Quand il navigue en convoi. Quand il arrive dans un port étranger, comme à Londres ou à Bergen en Norvège, il ne loge pas chez l'habitant. Il loge dans le comptoir. Le comptoir est un concept fascinant. C'est une enclave fortifiée, une ville dans la ville. À Londres, c'est le Stallhof. C'est un complexe d'entrepôts, de dortoirs et de bureaux entourés de hauts murs. À l'intérieur, c'est l'Allemagne. Les marchands hanséatiques y vivent en autarcie complète. Ils ont interdiction formelle de fréquenter les femmes locales. Pourquoi ? Pour ne pas diluer le secret des affaires. On craint que sur l'oreiller, un marchand ne révèle à une Anglaise les secrets des routes commerciales de la Baltique. C'est du contre-espionnage industriel avant l'heure. Le célibat, temporaire, est le prix de la réussite. La vie dans le comptoir est quasi monacale, réglée par une discipline de fer. Le soir, les portes sont verrouillées. Des chiens de garde, d'énormes dogs, sont lâchés dans la cour. Si vous êtes dehors, tant pis pour vous. À l'intérieur, la hiérarchie est stricte. Les jeunes apprentis sont soumis à des rites d'initiation brutaux, des brimades violentes, destinées à tester leur résistance à la douleur et au secret. On veut des hommes durs, car la mer du Nord est dure. Leur business model est simple, le vrac. Là où Guillaume vendait des produits de luxe, draps fins, soie, épices, à forte marge, la Hanse vend des produits de base en quantité industrielle. Le bois pour construire les flottes,
La cire pour les bougies des églises, imaginez la consommation de cire de l'Europe catholique, les fourrures de Russie et surtout le poisson. Le hareng salé. Cela peut sembler trivial, le hareng, mais dans une Europe chrétienne qui interdit la viande plus de 100 jours par an, carême, vendredi, veille de fête, le poisson conservé est stratégique. La Hanse contrôle le sel, via les mines de Lunebourg, et le poisson. Ils tiennent l'Europe par l'estomac. Leur navire, le KOG, ou KOG, est une révolution technologique. Contrairement aux galères fines et rapides de la Méditerranée qui nécessitent des centaines de rameurs, donc de la nourriture et de l'eau, limitant l'autonomie, le KOG est un camion des mers. Il est rond, large, profond. Il n'a besoin que d'un petit équipage pour manœuvrer sa voile carrée unique. Moins d'hommes, plus de place pour la marchandise, égale profit maximum. Mais il est lent et maladroit. Il ne peut pas remonter au vent. Il doit attendre que le vent soit favorable. C'est là que le courage du marchand hanséatique se révèle. Il ne se bat pas contre des bandits, mais contre les éléments. La mer du Nord en novembre est un enfer liquide. Pas de GPS, pas de météo marine, juste l'expérience et la prière. Les naufrages sont monnaie courante. Quand un navire disparaît, c'est souvent la faillite pour ceux qui avaient investi dedans. Alors, la Hanse invente la mutualisation à grande échelle. On ne possède jamais un navire entier. On possède un 8e, un 16e ou un 64e de navire. Si le bateau coule, vous perdez une plume, pas votre vie. C'est l'ancêtre direct de l'actionnariat. Mais la Hanse a un ennemi, pas la tempête, mais les pirates. Et parmi eux, une légende noire, les frères des Victuailles, menés par le célèbre Klaus Störtebeker. Ce sont des gentilshommes pirates, des Robins des bois des mers, qui attaquent les riches navires hanséatiques. La réponse de la Ligue sera impitoyable. Contrairement à Guillaume qui devait négocier avec les seigneurs pour sa sécurité, la Hanse est la puissance militaire. Elle arme des flottes de guerre, les Vredekehög, navires de paix, quelle ironie. Bourrés d'archers et bientôt de canons pour chasser les pirates. C'est une leçon politique majeure. Le commerce ne tolère pas le désordre. Quand l'État est trop faible pour assurer la police des mers, les marchands le font eux-mêmes. Ils deviennent l'État. Descendons maintenant vers le sud, vers la lumière aveuglante de la Méditerranée, pour rencontrer l'autre géant maritime, l'exact opposé de la Hanse, Venise. Si la Hanse est une alliance de villes, Venise est une république impériale, la Sérénissime. Ici, tout est luxe, raffinement et calcul machiavélique. Le marchand vénitien n'est pas un rustre du Nord, c'est un aristocrate du commerce. À Venise, la noblesse ne vient pas de la terre, elle vient du commerce. Pour être noble, il faut avoir un ancêtre qui a commandé une galère. Le port de Venise, l'arsenal, est la première usine du monde. C'est une chaîne de montage. Une galère entre à l'état de coque nue d'un côté, elle avance le long macanal, et à chaque étape, on lui ajoute quelque chose. Le mât, les voiles, les rames, les cordages, les vivres. En une journée, Venise peut produire une galère de guerre prête au combat. C'est terrifiant pour l'époque. Le marchand vénitien regarde vers l'Orient. Son interlocuteur n'est pas un pêcheur norvégien, c'est le sultan du Caire. C'est l'empereur de Byzance, c'est le Khan des Mongols. Il doit être polyglotte, diplomate, espion. Il importe ce qui fait rêver l'Europe. Le poivre, la cannelle, le gingembre, la soie, le coton, la lin. Mais le Graal, marchand vénitien, c'est le voyage des Flandres. Une fois par an, une flotte d'États, les galères de Flandre, quitte Venise pour un voyage épique. Elles contournent l'Espagne, remontent l'Atlantique et rejoignent Bruges. C'est la jonction entre le nord et le sud. C'est là que le fer et la fourrure de la Hanse rencontrent les épices et la soie de Venise. Bruges devient alors le Wall Street du Moyen-Âge tardif. C'est là que tout se joue. Dans la maison de la famille Van der Burse, qui donnera le mot « bourse », les marchands de tout le continent se réunissent. On ne s'échange plus de marchandises physiques, on échange les valeurs, on parie sur le cours des monnaies, on spécule.
C'est ici que l'on voit apparaître la face sombre du métier, celle que Guillaume essayait de cacher sous ses dons à l'Église, la fraude. Car dans un monde sans régulateur central, l'arnaque est un art de vivre. Parlons un peu de ces techniques de l'ombre qui sont le quotidien marchand. Comment devenir riche? En trichant un peu, beaucoup, passionnément. Prenons le drap. Le client achète une pièce de drap au poids ou à la longueur. L'astuce classique, mouiller le drap. La laine absorbe l'eau, elle pèse plus lourd. Ou alors, l'étirer au maximum sur des rames avant la vente pour qu'il paraisse plus long. Mais attention, au premier lavage, il rétrécit. Le client est furieux, mais le marchand est déjà loin. Pour les épices, c'est encore plus créatif. Le safran vaut plus cher que l'or. Alors on le coupe avec des pétales de soucis séchés, ou même de la viande séchée râpée et colorée. Le poivre, on y mélange de la crotte de souris séchée, oui, vraiment, ou de la poussière de baignoire. C'est pour cela que les guildes sont si strictes. Ce n'est pas par bonté d'âme, c'est parce que si la réputation de poivre de Venise s'effondre, c'est toute la ville qui perd. Les contrôleurs des marchés, armés de leurs balances officielles, la police scientifique de l'époque. Mais la fraude la plus sophistiquée concerne la monnaie, le rognage. Les pièces sont en or ou en argent. Si vous limez un tout petit peu le bord de chaque pièce qui passe entre vos mains, au bout de 1000 pièces, vous avez assez de poudre d'or pour en fondre une nouvelle. C'est invisible à l'œil nu, mais c'est du vol d'État. C'est un crime de lèse-majesté puni de mort. On fait bouillir les faux monnayeurs vivants. Pourtant, tout le monde le fait. Les balances de précision que l'on retrouve dans les tombes des marchands ne servent pas qu'à peser les diamants. Elles servent à vérifier si la pièce qu'on vient de vous donner n'a pas été tondue. Cette méfiance perpétuelle crée une atmosphère psychologique particulière. Le marchand est un paranoïaque professionnel. Il ne fait confiance à personne, même pas à sa famille. Surtout pas à sa famille. Les procès entre frères, entre oncles et neveux, pour des histoires d'héritage ou de parts de société, remplissent les archives judiciaires. Pourtant, au milieu de ce monde de requins, il y a des moments de grâce et de vie quotidienne qu'il faut explorer. À quoi ressemble la journée type, banale, d'un marchand sédentaire comme l'était devenu Guillaume, ou comme l'est un Hanséate à Lübeck? Le réveil est matinal, dicté par le soleil et les cloches de l'église. La première action est la prière. C'est sincère. On remercie Dieu d'avoir passé la nuit sans mourir. Le sommeil est vu comme une petite mort. Et on lui demande de protéger les navires. Le petit déjeuner n'existe pas vraiment comme repas assis. On mange un morceau de pain trempé dans du vin ou de la bière légère. L'eau est suspecte. On l'évite. Tout le monde, même les enfants, boit de l'alcool dilué, car le processus de fermentation tue les bactéries. Un marchand est donc légèrement alcoolisé du matin au soir. Cela explique peut-être certaines décisions téméraires. La matinée est consacrée aux affaires au marché ou à la halle. C'est un bain de foule. Il faut être vu. Le vêtement est crucial. Le marchand porte des robes longues, doublées de fourrure. C'est chaud, les maisons sont glaciales, et c'est imposant. Il a une ceinture richement décorée où pendent son aumônière, sa bourse, et son écritoire portatif. À midi, c'est le grand repas. C'est le moment social. On invite des partenaires. La table du marchand est l'endroit où il étale sa réussite. Contrairement aux paysans qui mangent des bouillies de céréales, le marchand mange de la viande rôtie, des sauces épicées, le summum du chic. Plus ça pique, plus vous êtes riche, car les épices coûtent une fortune. Et du sucre. Le sucre est une nouveauté, une médecine rare venue d'Orient. On saupoudre tout de sucre, même la viande. Les dents des riches sont souvent dans un état catastrophique. Avoir les dents noires est presque un signe extérieur de richesse au XIVe siècle. L'après-midi, on retourne au comptoir. C'est le temps de l'écriture, la correspondance. Il faut imaginer le volume de lettres qui sillonnent l'Europe. Les postes royales n'existent pas encore vraiment pour le public. Ce sont des messagers privés. Un réseau de nouvelles s'est tissé. Avant de parler prix, une lettre marchande parle politique. Le duc de Milan a levé une armée. Il y a la peste à Marseille.
Le marchand est une agence de presse avant l'heure. Savoir avant les autres, c'est gagner. Et le soir? Le soir, on ne sort pas. Les rues sont noires et dangereuses. Il n'y a pas d'éclairage public. Si on doit sortir, on se fait précéder de serviteurs avec des torches et des bâtons. On reste chez soi. On le rit, on joue aux dés ou aux échecs. Les femmes jouent un rôle central dans cette vie domestique. Il est temps de tordre le cou à une idée reçue. La femme du marchand n'est pas une oie blanche enfermée. Elle est souvent marchande publique, un statut juridique. Elle a le droit de commercer en son nom. Dans les villes hanséatiques ou à Londres, des veuves dirigent des empires commerciaux. Elles forment les apprentis, elles tiennent les clés. Quand le mari meurt, c'est l'épouse qui prend la barre, pas toujours le fils. Certaines sont devenues si puissantes qu'elles siègent officieusement dans les conseils municipaux. Mais il y a une ombre qui plane sur cette réussite domestique et maritime. Une ombre que les livres d'histoire pour enfants oublient souvent. L'esclavage. Nous sommes au Moyen Âge et l'esclavage n'a pas disparu avec Rome. En Méditerranée, il est florissant. Les marchands vénitiens et génois sont les plus grands marchands d'êtres humains de l'époque. Ils achètent des esclaves sur les bords de la mer Noire, russes, circassiens, tartares, et les revendent en Égypte ou en Italie. Dans les grandes maisons marchandes de Gênes ou de Venise, les servantes sont souvent des esclaves. C'est une réalité crue. Le capitalisme naissant fait feu de tout bois, épices, or, draps et chair humaine. Pour un homme comme Guillaume ou ses homologues italiens, un esclave est une marchandise comme une autre, inscrite dans le registre Stocks, juste après le bétail. Alors que nous approchons de la fin du XVe siècle, toutes ces forces, la puissance technologique de Venise, la puissance brute de la Hanse, la sophistication financière des banquiers, vont converger pour provoquer un cataclysme. Une perturbation telle que le vieux monde de Guillaume va voler en éclats pour de bon. Ce n'est pas une guerre, ni une maladie. C'est une erreur de calcul. Un navigateur génois, têtu et mystique, a réussi à convaincre les rois d'Espagne, des concurrents qui veulent briser le monopole de Venise et de la Hanse, qu'on peut atteindre les Indes et ses épices en partant vers l'ouest, à travers l'océan ténébreux. Christophe Colomb va partir. Et sans le savoir, il va signer l'arrêt de mort des foires de Champagne, de la Ligue hanséatique et de la puissance vénitienne. Il va déplacer le centre du monde de la Méditerranée vers l'Atlantique. Mais avant de voir ce nouveau monde émerger, nous devons comprendre comment le système médiéval a atteint son point de perfection et de rupture. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les entrailles de la banque médicéenne, le sommet absolu de l'art du marchand, là où l'argent devient art et où le banquier devient pape. Nous verrons comment, à la toute fin de cette époque, ces hommes d'argent ont tenté un pari fou. Acheter non seulement la noblesse, mais acheter Dieu lui-même à travers la Renaissance. Le voyage n'est pas fini, il devient juste plus raffiné et plus dangereux. Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite, là où l'histoire s'accélère vertigineusement. Nous avons quitté les mers froides du nord pour revenir vers le soleil de Toscane. Mais attention, ce n'est plus l'Italie du XIIIe siècle. Nous sommes au XVe siècle. Le monde a mûri. Le capitalisme adolescent et brouillon de Guillaume est devenu un adulte sophistiqué, cynique et incroyablement puissant. Bienvenue à Florence. Si les foires de Champagne étaient le marché du monde, Florence en est le coffre-fort. Ici, on ne salit plus ses bottes dans la boue. On marche sur du marbre. L'air vibre d'une énergie intellectuelle et financière unique. C'est ici, sur les rives de l'Arno, que le marchand va réussir son tour de magie le plus spectaculaire, se transformer en prince, sans jamais porter de couronne. Le nom de cette transformation, vous le connaissez tous, les Médicis. Mais oubliez l'image d'Épinal des mécènes bienveillants. Giovanni di Bicci de' Medici et son fils Cosimo, sont avant tout des requins de la finance. Ils sont les héritiers spirituels de notre Guillaume, mais avec une vision globale. Ils comprennent une chose fondamentale que les autres n'ont pas encore saisie. L'information et le réseau valent plus que l'or.
Comment fonctionne la banque Médicis? C'est la première multinationale moderne, contrairement aux grandes banques précédentes, comme les Bardi ou les Peruzzi, qui étaient monolithiques et qui se sont effondrées d'un bloc quand un roi a fait défaut. Les Médicis inventent la holding. Leur banque est décentralisée. La filiale de Londres est juridiquement séparée de celle de Florence, qui est séparée de celle de Bruges ou de Lyon. Si la filiale de Londres fait faillite, elle ne contamine pas le reste. C'est le principe du compartimentage étanche. C'est du génie en gestion des risques. Comme l'Ancien, depuis son palais florentin, tire les ficelles de toute l'Europe. Il ne voyage plus. Il est l'araignée au centre de la toile. Mais le plus grand défi des Médicis reste le vieux problème